La supply chain est souvent invisible, pourtant elle façonne notre quotidien. Bienvenue dans le journal de la supply chain, le média de référence pour les professionnels de la supply chain digitale. Salut Johan. Salut. Merci d'être présent avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Johan Rico. Je suis un des cofondateurs de Shopopop, actuel CEO de la société. Entreprise qui a maintenant fêté ses 10 ans. Donc, félicitations. Ouais, merci. Je deviens un vieux start-upper. Encore un bébé entrepreneur parce que c'est ma première boîte, mais commence à avoir quelques années de pratique et d'expérience derrière nous sur notre sujet. Génial. Donc ravi d'être avec toi aujourd'hui, puis de pouvoir parler de ce qu'on a fait, de ce qu'est le co-transportage dans le monde de la supply. Yes. Eh bien, c'est un grand plaisir pour nous. Je vais te poser directement la première question. Donc, peux-tu nous raconter le moment précis où tu as compris que le modèle traditionnel de livraison ne suffirait plus, justement ? Ouais. Alors, le premier point qui est peut-être important par rapport à ta question, c'est que le moment où moi je l'ai compris, c'est pas forcément le moment où j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale. D'accord. Parce que, pour refaire un petit peu l'histoire, j'ai démarré Shopopop, j'avais 24 ans, j'étais encore étudiant, sans non plus d'expérience ou de formation dans l'environnement de la supply ou de la logistique. J'avais plutôt un regard, on va dire, de consommateur. Parce que, comme beaucoup, j'étais déjà amené à cette époque-là à acheter sur le web, à aller faire mes courses en magasin, à être utilisateur aussi des solutions de click and collect. Donc j'avais plutôt un regard consommateur. Et je pense que par rapport à ta question, le déclic, je l'ai eu probablement 2 ans après notre démarrage, au moment où forcément mon expérience aussi a commencé à grandir dans ce qu'étaient les problématiques de la supply, de la logistique, de la livraison du dernier kilomètre, et où j'ai vu que le message qu'on avait à faire passer et la promesse de valeur qu'on essayait de développer à travers le modèle de Shopopop commençait à avoir un peu plus de résonance, et que la transformation qu'on était en train d'essayer de proposer dans cet univers de la logistique allait rencontrer, comme on dit, encore plus fort le besoin et répondre à une douleur qu'on avait par contre déjà identifiée depuis 2 années. Mais je pense qu'il y a vraiment deux temporalités différentes, le démarrage du projet et le moment où moi j'ai pris conscience que on était en train de mettre le doigt sur un sujet qui était assez clé, assez majeur. Ouais, le pain point de beaucoup de commerçants, distributeurs, de retailers. On parlera beaucoup retail, je pense aussi aujourd'hui. Yes. Donc voilà où est-ce que moi je me situerais dans cette question. Et à l'époque, qu'est-ce qui était le plus difficile à faire comprendre autour de toi ? C'était un sujet de crédibilité et de légitimité. 24 ans, encore étudiant, présenter Shopopop et son modèle de livraison opéré par des particuliers à des grands groupes, à des personnes qui ont de l'expérience dans la logistique et dans la supply, on arrivait vraiment un peu d'une autre planète, quoi. Si, on va vous proposer de mettre en place ce système. Vous allez voir, vos clients en tant que commerçants vont pouvoir se faire livrer par quelqu'un qui profite d'un de ces trajets. On nous regardait avec des grands yeux, quoi. Attendez les gars, d'une part, comment vous allez réussir à faire ça ? C'est quoi les éléments de sécurité que vous allez nous apporter ? Comment est-ce que vous allez nous garantir que l'expérience sera bonne pour nos clients ? Parce qu'effectivement, on allait proposer un service à leurs clients, c'était pas les nôtres. Et donc, je me souviendrai toujours du premier meeting que j'ai eu l'occasion de faire chez Carrefour au siège à Massy, où on sentait qu'on allait sortir les rames, comme on dit. Mais voilà, on avait une énergie fondatrice, une vision, une ambition, et après, il fallait l'exécuter, quoi. Ouais, les fondations de l'entrepreneuriat. Exactement. Génial. Et donc, 10 ans plus tard, maintenant, on sait que vous fêtez vos 10 ans pour Shopopop. Quel a été le vrai tournant dans l'histoire de Shopopop, selon toi ? Le vrai tournant, je le situerais dans les années 2018-2019. C'est une phase où, après 2 années de démarrage, où on était en train de construire le produit, l'application, de repenser aussi un petit peu le business model pour s'assurer que les sujets d'entreprise qui allaient pouvoir tenir dans le temps avec les questions de rentabilité, de génération de revenus, etc. On a fait ce qu'on va dire un petit pivot à ce moment-là sur le modèle économique. D'accord. Je pense que ça, pour nous, ça a été un vrai élément de changement et clé dans l'histoire du développement de Shopopop. Et puis ces années 2018-2019 également, parce que c'est le moment où on a réussi à signer des accords avec des distributeurs. Je ne sais pas si je peux les citer, mais en l'occurrence des distributeurs dans l'alimentaire, comme l'enseigne Intermarché pour le groupe Les Mousquetaires et également l'enseigne Leclerc, où on a senti qu'on allait pouvoir passer, comme on dit, à l'échelle.
un référencement national, un accord national pour aller accompagner plus de magasins que ceux qu'on avait réussi à capter avec, comme on dit, la sueur de notre effort et à l'huile de coude avec l'équipe commerciale à cette époque-là. On passait à une autre étape. On avait aussi gagné à ce moment-là en termes de légitimité parce qu'il y avait un peu un tampon, un référencement avec un groupe qui a des assises solides et qui, comme on dit, quand on choisit, on va dire, un fournisseur ou une solution et qu'on veut l'embarquer sur son réseau, c'est quand même un gage aussi de qualité. Et donc pour nous, ça a été vraiment un moment clé, un moment charnière dans le développement de la boîte. Oui. C'est là que vous avez vraiment gagné en confiance totale. Ça a permis d'aller chercher, pardon pour le langage, mais la traction, comme on dit dans les boîtes, les startups, quand on cherche à aller très vite, c'est ce point de démarrage et de décollage d'une hyper-croissance où on est passé à l'époque d'une vingtaine, trentaine de points de vente qui proposaient notre service à très rapidement une centaine, 150, 200, etc. etc. Donc ouais, ça a été vraiment le coup d'accélération. Après, il y a eu la crise du Covid qui a encore plus accéléré les choses pour nous. On a été une des entreprises qui a bénéficié positivement, on va dire, de l'effet Covid. Donc ça a encore remis une couche de croissance sur ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place. Et la petite anecdote, c'est que pendant la crise du Covid, Carrefour nous a rappelé à ce moment-là en nous disant tiens, on a des magasins sur lesquels on aimerait bien lancer l'option de livraison à domicile. Est-ce qu'on peut faire appel à Shopopop pour ça ? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc là, c'était un peu le côté, OK, il y a 3 ans, 4 ans, on s'était vu et on savait que ça allait être dur. Là, aujourd'hui, vous nous rappelez, donc c'est cool. C'est génial. Et on va passer donc au thème suivant et on va parler un peu plus co-transportage. Et donc, si tu devais l'expliquer de manière très simple à quelqu'un qui n'est pas du secteur, comment est-ce que tu l'expliquerais ? La manière la plus simple de l'expliquer, je pense aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance, on va dire, du sujet de la logistique ou de la supply ou même de la livraison, c'est d'imaginer le principe du covoiturage, de se dire que un particulier, profitant d'un trajet qu'il a prévu de faire, va pouvoir récupérer au départ d'un magasin ou d'un commerce un colis, une marchandise, peu importe sa typologie, mais quelque chose, à prendre avec lui, à déposer sur son chemin à quelqu'un qui attend ce produit, parce qu'il l'a acheté, notamment en ligne, ce genre de choses. Et pour le service rendu à travers cette livraison qu'il va faire, il va récupérer quelques euros sur sa route. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cotransportage. C'est la capacité, la possibilité pour un particulier, à travers un trajet qu'il a prévu, de prendre avec lui un colis, de la déposer et de récupérer quelques euros sur sa route. Ok, super. Merci pour cette explication. Et maintenant que Shopopop a passé 10 ans depuis sa création, peut-on dire que le cotransportage est aujourd'hui mature ? Oui, oui, parce que aujourd'hui, c'est plus de 17 millions de cotransportages qui ont été réalisés sur notre plateforme. C'est une communauté d'utilisateurs qui vont justement pouvoir profiter de leur déplacement, qui s'est construite sur quasiment 2 millions de téléchargements de notre application. Il y a un peu plus de 6000 commerces aujourd'hui en France qui proposent ce service-là. Ça va de la grande enseigne de distribution alimentaire spécialisée à des commerçants de proximité dans les cœurs de ville ou même à la campagne. Donc oui, aujourd'hui, le cotransportage est clairement mature. Ça a été un objectif dans nos premières années de vouloir créer, comme on dit, une nouvelle case dans les solutions de transport. Aujourd'hui, le cotransportage en est une. C'est une case qui a vocation à être une nouvelle offre, une nouvelle solution de transport. Ça ne répond pas à tous les enjeux, ça ne répond pas à toutes les problématiques. On ne se positionne pas sur longue distance. On n'est pas en train de proposer une offre de service non plus pour du transport de produits volumineux. Si la manutention associée au transport nécessite plusieurs personnes, ce n'est pas non plus l'ADN du système. Mais oui, aujourd'hui, le cotransportage, on va dire, est une solution mature. Et comme c'est un modèle qui repose sur des particuliers, ça pose naturellement des questions réglementaires. Comment le cotransportage s'inscrit-il dans le cadre légal aujourd'hui ? Alors, le cotransportage bénéficie aujourd'hui d'une définition qui a été déjà portée dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités depuis 2019. À mes yeux, c'est une définition qui est incomplète et imparfaite parce qu'elle ne colle pas réellement à la pratique et à ce que font les gens en réalité en utilisant une plateforme comme la nôtre. Donc, je suis plutôt depuis déjà 2-3 ans à essayer de proposer une réadaptation de cette définition et du texte de loi. Et on a quand même cette chance en France aussi d'avoir un terrain autour de l'économie collaborative, avec notamment, on en parlait, des références dans le covoiturage, puis après d'autres références qui ne sont pas forcément françaises, mais qui ont aussi été très présentes dans leur développement en France, comme
sur Airbnb, la location pour un appartement, le partage de voitures. Enfin voilà, il y a quand même en France un terrain de jeu et une forme d'acceptation de ces nouveaux usages qui permet aujourd'hui à un modèle comme le cotransportage de bien s'opérer, de bien se réaliser. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à lui trouver aussi une case, parce qu'on aime bien faire des cases dans notre pays. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a un pied dans la case et puis un pied aussi à côté. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment les deux pieds dedans pour qu'il n'y ait plus de problématiques portées en termes de regard, en termes aussi de mauvaise compréhension. On en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans la salle. Il y a aussi malheureusement une forme d'amalgame des fois quand on met le mot plateforme avec le terme livraison. On pense beaucoup des fois à des références de plateformes qui sont sur des modèles semi-professionnels, auto-entrepreneurs, les plateformes ubérisées comme on dit souvent dans le jargon. Nous aujourd'hui on est quand même une autre alternative aussi à ces modèles-là. On reprend ces deux termes et ces deux mots-clés, mais le système est totalement différent. Donc on a un regard et on est très vigilant sur ce qui va être de l'ordre du droit, de la réglementation du transport, et aussi tout ce qui va concerner l'activité des plateformes. D'accord. Par rapport au dernier kilomètre, donc on sait qu'aujourd'hui, le dernier kilomètre est un sujet qui est sous pression, avec tout ce qui est inflation, ZFE, rentabilité. Selon toi, quel est le vrai défi du marché en 2026 ? À mes yeux, la livraison du dernier kilomètre, en fait, c'est un maillon qui est... au-delà des problématiques que tu évoquais, qui est clé dans l'expérience qu'on a envie de soit de délivrer en tant que professionnel, soit qu'on a envie de vivre en tant que consommateur. Comme on le dit souvent, la livraison, c'est le dernier point de contact entre le consommateur et éventuellement une enseigne. Donc je pense qu'il y a vraiment un volet expérientiel. Et ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, encore une fois, c'est avec ma vision de ce qu'on développe depuis 10 ans sur le cotransportage, c'est qu'on n'embarque pas suffisamment les dimensions et les éléments de valorisation du modèle du cotransportage. Il y a beaucoup de distributeurs, beaucoup d'acteurs professionnels dans le retail qui ne voient qu'une partie, on va dire, du bénéfice du cotransportage, notamment sur le volet flexibilité, le volet économique, parce qu'on est sur une solution qui est aussi un peu moins chère que d'autres approches de livraison, soit internes ou soit professionnelles. Mais il y a d'autres dimensions qui ne sont pas suffisamment embarquées. Notamment la dimension d'impact environnemental, parce qu'on est sur un sujet de mutualisation des trajets. Alors quand on parle de la voiture, on imagine assez évidemment les économies de CO2. Il y a aussi des livraisons qui peuvent être faites en cotransportage, à pied, en vélo, en transport en commun. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de doux. Il y a un impact sur le sujet amélioration du pouvoir d'achat. D'un côté, pour le consommateur, c'est une livraison qui souvent va être proposée moins chère par le commerçant, parce qu'elle est aussi moins chère pour lui en termes de structure de coût. Et il y a aussi la dimension du pouvoir d'achat pour le cotransporteur. On parle de quelques euros par livraison. Maintenant, si je mets ça au regard de ce qu'on a réalisé du nombre de cotransports qui ont eu lieu sur la plateforme l'année dernière, c'est plus de 25 millions d'euros qui ont été distribués à des personnes. Et ces 25 millions d'euros, potentiellement, c'est du pouvoir d'achat qui est réinjecté dans la consommation à droite ou à gauche. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et le dernier point, c'est l'impact territorial. C'est un modèle qui aujourd'hui est capable d'accompagner les enjeux de la livraison du dernier kilomètre sur tous les territoires, urbains comme ruraux. Et on sait que, notamment pour les boîtes qui s'attaquent aujourd'hui au dernier kilomètre, le rural, c'est compliqué. Tout à fait. Les distances sont plus longues, l'optimisation des tournées est plus difficile, le rapport au coût, du coup, est aussi beaucoup plus important. Donc le cotransportage coche vraiment 3 dimensions qui aujourd'hui sont dans l'esprit de tout le monde, du professionnel jusqu'au consommateur. Oui, tout à fait. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, à quel moment le cotransportage cesse-t-il d'être une solution alternative pour un retailer et devient une vraie décision stratégique ? À partir du moment où le distributeur fait le choix de penser sa logistique, encore une fois, pour aller dans l'optimisation et l'expérience client. On a vu beaucoup depuis plusieurs années des modèles plutôt entrepôts se monter avec des logiques de mettre un entrepôt au milieu de la France ou au milieu des régions et d'imaginer les flux derrière. Ma conviction à moi, et on le voit aussi aujourd'hui, c'est qu'on revient de plus en plus vers un acte de préparation de la commande en local. Donc on parle beaucoup du ship from store, départ magasin, pour une expérience de livraison qui va être plus rapide, potentiellement meilleure si la disponibilité du produit est aussi déjà présente en local. Et on peut recréer du coup une dynamique aussi économique locale.
On a une livraison, si elle est faite en cotransportage, qui est opérée par quelqu'un qui se déplace à l'échelle du territoire, qui est peut-être même déjà client de l'enseigne ou qui connaît déjà le produit. On a un consommateur qui est pas très loin aussi du magasin. Et donc tout ça, en termes purement d'efficacité logistique, c'est imbattable. Et moi, j'aime bien aujourd'hui le dire, c'est que pour les distributeurs et pour les retailers qui s'associent à notre système, on est meilleur qu'Amazon. On sait livrer partout en France, le jour même, en réalité en 2 heures, dès lors que la commande peut être préparée assez rapidement, partout. Amazon, aujourd'hui, ne sait pas tenir cette promesse-là. Ils ne peuvent pas. Génial. Incroyable. Écoute, c'est hyper intéressant. Et toi, à quel moment as-tu senti que les enseignes commençaient à considérer la livraison comme un levier de croissance plutôt que comme un centre de coût? Parce qu'au final, c'est ça derrière. Ça restera toujours un centre de coût. On le dit souvent aussi, pour ceux qui s'intéressent à cette thématique, la livraison, dans tous les cas, c'est un centre de coût. Et c'est supporté à différents endroits. Il y a eu, par le passé, beaucoup de communication autour de la livraison gratuite. En réalité, la livraison n'est pas gratuite, elle est offerte. C'est déjà une façon un peu différente de voir le sujet, parce qu'il y a forcément un coût quelque part. Donc, à mon sens, la livraison restera une approche en termes de centre de coût, parce que la chaîne logistique, elle est extrêmement importante et il y a plein d'actions à différents moments. Que ça aille du premier kilomètre au stockage, à la préparation, à la mise en colis, ensuite à la réexpédition qui, des fois, va emmener vers le dernier kilomètre. Tout ça, mis bout à bout, ça représente énormément en termes de coût. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce centre de coût, s'il est bien opéré, si on arrive à le ramener aussi dans une dynamique un peu plus locale, si la logistique en amont permet d'aller vers une logistique en aval un peu plus locale, encore une fois, si on se remet dans la place du consommateur et du client et dans l'expérience que le distributeur ou le commerçant a envie de proposer, ça sera supportable de prendre à sa charge une partie ou totalement le coût de la livraison du dernier kilomètre, dès lors qu'on arrive à avoir un niveau de prestation, de service et de standard qui répond aussi aux enjeux du marché, qui répond aux enjeux de l'attente du client. Mais faut sortir de ce prisme que la livraison sera sans coût, que la livraison est quelque chose de gratuit. Il faut arrêter aussi de le mettre dans cette vision-là dans la tête du consommateur, parce que la livraison a un coût. En France, on a des fois une problématique, c'est de vouloir ou d'accepter de payer pour avoir du service. Dans d'autres pays, notamment aux US ou des pays anglo-saxons, on a une culture du service qui est très différente de ce qu'on a en France. Et c'est bien vu, où ça ne pose pas de problème de devoir payer un service supplémentaire. Exactement. En France, c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a encore un travail de démocratisation, de communication pour expliquer justement les coûts cachés. La logistique et la supply, on parle souvent du back-office. En réalité, c'est une chaîne qui est tellement importante dans l'intégralité de l'expérience d'achat qu'il faut juste faire l'effort aussi de dire aux consommateurs, bah oui, vous bénéficiez de tout ça. Si vous voulez quelque chose qui est fait de façon vertueuse, éventuellement rapide, qui sert les intérêts de tout le monde, il y a forcément un coût quelque part, quoi. Ouais, elle est répercutée à un endroit de la chaîne dans tous les cas. Oui. Tout à fait. Et qu'est-ce qui distingue, selon toi, une enseigne réellement avancée sur le dernier kilomètre d'une enseigne qui le subit? Ce qu'on a pu observer depuis maintenant un petit paquet d'années, c'est les cycles de transformation de cette logistique et de cette supply vers justement une approche du dernier kilomètre qu'ils essayent d'avoir le plus performante possible. En gros, quand je dis ça, c'est que on a vu au démarrage que beaucoup de commerçants, distributeurs ou d'acteurs n'étaient pas encore très digitalisés. Ensuite, il y a eu la phase on ne connaît pas forcément bien les stocks de nos magasins, donc on ne sait pas trop comment proposer au départ de nos points de vente aussi une expérience de livraison performante ou encore plus rapide. Donc je pense qu'il y a vraiment eu 2 phases. Il y a eu cette phase de la digitalisation. Il y a ensuite la deuxième approche qui est comment est-ce que j'unifie la capacité sur mon réseau à savoir où sont mes produits et comment derrière je peux les délivrer. Et maintenant, le côté je m'outille de solutions de livraison, je m'outille d'outils pour aussi être capable d'adresser les différentes propositions de transport qui existent sur le marché. On parle souvent des DMS notamment, donc les Delivery Management Systems, qui permettent de faire du routage vers différentes solutions. Donc on arrive aujourd'hui, pareil, il y a une phase de maturité en France un peu plus importante. Il y a encore un peu de retard par rapport à d'autres pays. Nous, on est aussi beaucoup à regarder ce qui se passe sur les autres marchés en Europe et à l'extérieur. La
la France, c'est pas le pays le plus avancé et le plus mature hein, sur ces sujets de logistique et on va dire de fluidité ou de performance. Il y a encore des phases d'apprentissage, je pense, qui vont amener progressivement tout le monde à être encore meilleur. Et sur quel pays pourrait-on s'inspirer, à ton avis? Dans ce que nous, on regarde sur le marché de l'alimentaire, notamment, qui est un secteur dans lequel on est très présent, le Royaume-Uni est très fort sur ces sujets-là. En France, on a eu un modèle aussi qui est très particulier, qui a été le drive, avec la préparation de la commande pour ensuite venir la chercher. C'est une particularité vraiment française. Et aujourd'hui, quand on regarde déjà en France les deux modèles qui se sont construits, il y a une approche picking magasin et une approche entrepôt dédié à la préparation des commandes. On voit déjà des différences de performance et de résultats en termes de croissance sur les dernières années, en termes de part de marché entre ces deux modèles-là. Et ce qu'on voit notamment au Royaume-Uni et sur d'autres pays, c'est notamment sur le sujet de l'alimentaire, le retour à une préparation, encore une fois, des commandes en magasin. Alors le click and collect drive n'est pas forcément présent. Il y a soit le parcours magasin, je viens acheter mes produits, soit je me fais livrer. Mais ils ont pensé leur logistique en s'appuyant sur la capacité d'un réseau physique à devenir des mini-entrepôts, des mini-hubs, pour avoir une approche de rapidité, de flexibilité, et du coup une expérience consommateur qui est top, quoi. Ok, intéressant. Et selon toi, donc ici en France, l'erreur stratégique que les retailers continuent de faire sur le dernier kilomètre, quel est-il, à ton sens? Je n'ai pas la sensation qu'il y ait une erreur stratégique majeure. Du moins, on ne l'observe pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous pris conscience, et ça fait déjà des années, hein, de l'importance de ce sujet-là. De plus en plus, ils vont aussi tester ou ils vont sur des approches un peu de différents services pour adresser cette problématique du dernier kilomètre. De toute manière, on a déjà dans une autre question, je pense, un petit peu couvert ces enjeux-là. Si on arrive à être bon dans la promesse, si on arrive à être bon dans la préparation, si on est capable d'interroger de façon fiable, en temps réel, la capacité à proposer du dernier kilomètre plus ou moins rapide et sur l'ensemble du territoire, on a coché à peu près toutes les cases. Maintenant, ce que j'aime bien aussi observer, et là on est plutôt sur le sujet des US, c'est qu'on voit qu'il y a deux approches aussi qui sont en train de se consolider. Une approche des réseaux où on va vouloir faire vivre un retail magasin, un retail physique, et je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont se développer autour de ce retail physique. On a la chance en plus en France d'avoir des enseignes qui sont très fortes et très implantées avec du retail physique. Donc elles ont un asset hyper intéressant sur leur positionnement. Et on voit plutôt des acteurs pure players où toute l'expérience est construite en ligne avec derrière un schéma plutôt entrepôt. Et donc je pense qu'on va plutôt voir ces deux schémas s'intensifier. Ça n'empêchera pas tous les sujets d'omnicanalité, de comment est-ce que les deux ne doivent pas se cannibaliser. Mais je pense qu'il y a une forme de spécialisation qui au fur et à mesure va naître en se disant, ok, moi je suis un commerçant, distributeur, retailer qui dispose d'un asset retail très fort, et donc comment est-ce que je construis des choses autour de ça, ou je suis plutôt un acteur qui s'est construit sur du digital, pure player, sans réseau physique, et donc comment est-ce que j'adresse aussi ma proposition de valeur sur mon marché avec cette spécialité-là. Et j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est ça qui va animer un petit peu les sujets de la supply dans les prochaines années. Et donc Shopopop aujourd'hui, donc il est perçu comme une plateforme digitale justement, mais vous gérez des flux physiques massifs. Oui. Aujourd'hui, te définis-tu davantage comme une plateforme technologique justement ou comme un acteur logistique? Tu as déjà un petit peu répondu à la question. Oui. Non, clairement c'est une plateforme tech. Enfin, si je devais dire est-ce que Shopopop est une boîte tech, oui, Shopopop est une boîte tech, clairement. C'est vrai qu'on est dans cet environnement du transport, de la logistique, exact. Mais on n'opère pas de transport. C'est ça la particularité aussi du modèle. C'est qu'on crée et on instruit la mise en relation entre d'une part un consommateur qui va demander à se faire livrer avec un utilisateur de notre application qui lui peut être disponible pour réaliser ce transport d'une certaine manière. Mais on est vraiment une plateforme tech. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas sur l'application et qu'on ne voit pas dans ce qu'on fait, mais qui est de l'ordre de la data. On crunch énormément de data. Je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé la conversation, mais toutes les 6 secondes aujourd'hui en France, il y a une livraison qui est faite par Shopopop. Donc je ne sais pas combien de dizaines déjà ont été réalisées depuis qu'on a commencé la conversation, mais
Du coup, il y a vraiment des logiques derrière comme on dit souvent, de matching, d'analyse en fonction des territoires, de comment se comportent les flux logistiques, quelle est la taille de la demande de livraison d'un côté et quelle est la taille de l'offre disponible à côté pour aussi être capable de délivrer ces livraisons. On est une boîte data, on est une boîte de tech clairement. Et l'application aujourd'hui qui est le support pour l'éco-transporteur, c'est une application, c'est énormément de tech aussi. J'ai des développeurs dans la boîte à Nantes qui bossent sur ces sujets-là. On est aujourd'hui la référence sur le cotransportage, on est leader sur ce modèle-là, et ça passe aussi par une expérience de notre tech et de notre application qui doit être au top. On a aujourd'hui une super notation sur les stores, on a des avis à plusieurs dizaines de milliers sur chacune des plateformes iOS ou Android, qui démontrent aussi qu'on travaille nous-mêmes notre expérience de l'usage de l'application comme une app et pas comme une boîte, on va dire, de transport, quoi. Ok, d'accord. Et donc, ton avantage compétitif principal, ce serait donc la technologie, la communauté ou le maillage territorial? Si je te dis que c'est tout ça à la fois. Ça ne me choque pas. Ouais, en réalité, c'est vraiment tout ça à la fois parce que c'est la force de ce modèle logistique. C'est que c'est un modèle communautaire. Donc, à partir du moment où on a été capable de travailler et développer ce modèle communautaire, on a développé une capacité de transport, si je peux le dire comme ça, qui est la plus grande et la plus forte possible. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il y a une livraison qui arrive sur la plateforme, on a la capacité de la gérer en one point. Il n'y a pas de logique d'optimisation de tournée. Il y a 10 livraisons qui arrivent à un endroit, potentiellement il y a 10 personnes différentes qui peuvent la faire. Donc on est capable de tenir la même promesse de service sans avoir la contrainte de devoir penser des systèmes automatisés, des systèmes d'optimisation de tournée, etc. On n'aura jamais non plus la problématique une fois que la livraison est terminée, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que la livraison est terminée, elle est terminée. Il n'y a plus la logique j'ai mon flux retour, j'ai potentiellement un camion à vide, voilà. C'est une approche qui est totalement différente. Et comme je le disais, vu qu'en plus on arrive avec cette communauté construite là, sur plus de 2 millions de téléchargements de l'application, ça représente plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs de l'application, on a une capacité qui est aussi forte en zone urbaine parce qu'il y a une densité de flux, une densité de population qui fait qu'il y a une taille de communauté qui est beaucoup plus grande que dans les zones rurales où la mobilité est aussi présente, avec peut-être moins de personnes, mais en même temps, il y a moins de flux. Donc ça fonctionne aussi très bien. Et ça fait partie de l'expérience qu'on a construite en 10 ans, c'est que on nous a souvent posé la question comment est-ce que vous allez garantir que vous avez la taille suffisante, la taille critique de communauté pour être capable de soutenir la demande de livraison. La réalité, c'est qu'en fait, de faire de l'acquisition sur notre application de gens qui vont profiter de leur trajet, c'est pas compliqué parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui le permettent, parce que on est aussi dans un système de co-consommation où ça résonne chez les gens qui vont télécharger l'application, de se dire ok, je vais rendre service à quelqu'un, en plus de ça je vais récupérer quelques euros sur ma route et tout le monde est gagnant. Dans les zones rurales où il y a souvent une dimension aussi d'entraide et de lien qui est peut-être un peu plus forte des fois que ce qu'on connaît dans les grandes villes et dans les grandes zones urbaines, tout ça fait que le système fonctionne très très bien. Et donc ici, on est sur un modèle qui est asset light, comme tu viens de dire, donc sans flotte réellement propre. Comment est-ce que tu garantis un niveau de qualité compatible avec les standards des grandes enseignes ? Il y a 2 choses qui le permettent. D'une part, il y a une approche très data, encore une fois, qui fait qu'on monitore l'intégralité de ce qui se passe du point de vue de la promesse de livraison, du respect des horaires. On mesure tout ce qui va être de l'ordre des taux de décalage. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de la data. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le taux de promesse qu'on est capable de délivrer, on est capable déjà d'une part de l'analyser en fonction de la réalité territoriale du commerçant qui bénéficie de notre service, parce que, encore une fois, les enjeux ne sont pas les mêmes si on parle déjà d'un grand commerce avec beaucoup de flux ou d'un plus petit commerce avec moins de flux. Les enjeux ne sont pas les mêmes parce que la mobilité associée au territoire sont aussi totalement différentes. On peut prendre les exemples des villes qui sont très embouteillées où les logiques de transport du coup sont aussi impactées par cette logique en temps réel du trafic. On est capable d'observer tout ça. En début d'année, c'est un autre exemple, mais il y a eu pas mal de choses autour de la météo aussi avec la neige qui est tombée.
pareil, encore une fois, nous, on a vu ce que ça représentait en termes d'impact sur la logistique. Nous, on l'a vu à travers l'utilisation des trajets qui étaient ceux de nos études, enfin, des cotransporteurs sur l'application. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'on a fait beaucoup de livraisons au mois de janvier. D'accord. Alors que pourtant, la problématique de transport, qu'elle soit pour un camion ou qu'elle soit pour un cotransporteur, finalement était la même. Mais on s'est retrouvé, malgré tout, parce qu'il y avait dans les territoires toujours de la mobilité, en capacité de délivrer. Donc ça, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Et après, ce qui est aussi le deuxième élément clé dans ce qu'on a monté depuis 10 ans, c'est qu'il y a une équipe au sein de Shopopop qui est vraiment dédiée à ces logiques d'opération, d'excellence éventuellement, si on doit prendre ces termes-là, qui nous permet, pour chaque commerçant qui travaille avec nous, de délivrer en toute transparence de la data sur quel est le niveau de promesse, quel est le niveau de service. Est-ce qu'on coche les standards de l'enseigne? Est-ce qu'on a des axes du coup qu'il faut retravailler? Et la réalité, quand on met tout ça bout à bout, c'est que le niveau de prestation, de qualité de service qu'on arrive à délivrer sur ce modèle-là, il est, dans certains cas, meilleur que des acteurs de livraison traditionnels ou ubérisés. Et encore une fois, on sait pourquoi. Le co-transportage est un modèle qui fait que quand la personne dit qu'elle peut faire la livraison, c'est elle-même qui s'engage. Elle le fait en connaissance de cause, de ses propres contraintes et éventuellement de ce que lui est proposé sur l'application en termes de créneaux de retrait, créneaux de livraison. C'est un acte que la personne va faire qui n'est pas un acte professionnel, donc elle n'est pas non plus avec la pression derrière de se dire « Ok, j'ai encore 10, 20, 30, 40 livraisons à devoir faire dans le créneau ». Il n'y a pas cette contrainte-là. Et donc, il y a une démarche aussi, une approche un peu plus de temps long qui fait que ça fonctionne très bien. Malgré le fait qu'on soit dans une approche de service vendu de livraison, ou du moins de perception vendue pour le distributeur d'une livraison rapide, parce que comme je disais, on est capable de proposer la livraison dans les 2 heures. La démarche pour le cotransporteur derrière est totalement différente. C'est pas la généralité de tout ce qui se passe, mais on a aussi, dans certains cas, des personnes qui vont prendre le temps d'une conversation, prendre le temps de... quand on parle de produits volumineux, des fois, où je pense à l'alimentaire, des packs d'eau, ce genre de choses, pour des personnes âgées ou à mobilité réduite, d'ouvrir les packs, éventuellement, dans certains cas, de mettre les produits dans le placard, ce genre de choses. On a aussi eu des témoignages de personnes qui nous disent c'était génial, l'expérience Shopopop, le cotransporteur, on a profité aussi pour descendre quelque chose que je ne pouvais pas descendre. Voilà, des belles histoires, on en a énormément. Et encore une fois, je trouve que c'est une des dimensions que porte le cotransportage, que porte Shopopop, qui n'est pas suffisamment utilisée par les distributeurs, les retailers ou les acteurs de la supply qui ont envie de bosser avec nous. La touche humaine, en fait, en elle-même. Ouais. Petite question, Shopopop, d'où vient le nom? D'où vient le nom? En gros, le nom, il vient d'un brainstorm qui remonte à 2015-2016. Et ce qu'il faut conserver de Shopopop, c'est que Shop fait référence à l'achat. Donc, on se positionnait vraiment avec un nom qui faisait référence à un acte d'achat qu'on allait pouvoir faire. Hop, c'est plutôt la sonorité liée au transport, la vitesse. Et donc, ça collait bien avec l'aspect un peu logistique. Et la terminaison pop fait référence à la population. Donc, te dire que ce sont des gens qui font ça à titre particulier. Et donc, voilà, ça fait Shopopop. Génial. Bah, écoute, c'est innovant, c'est chouette. Et justement, parlant d'innovation, si demain, un grand transporteur décide de copier ton modèle, qu'est-ce qu'il ne pourra pas reproduire, à ton sens? Si je te dis qu'il y en a qui ont déjà essayé, pas forcément des grands transporteurs, mais d'autres acteurs ont déjà essayé. Ce qui est très particulier dans ce qu'on développe, c'est que c'est un métier à part entière, en fait. De savoir lever des communautés, les animer, créer finalement une application qui fait vivre cette communauté, dans laquelle les gens vont venir régulièrement parce que ils adhèrent au système, ils adhèrent aussi potentiellement à la marque, ils adhèrent aux valeurs qui sont portées derrière. C'est un métier à part entière. Donc le point, je pense, qui fait que la copie est pas si évidente, c'est que qu'on soit un transporteur ou qu'on soit un retailer, on sort de son modèle à soi, on sort de son expérience et de son expertise. Donc je pense qu'il y a plutôt une logique de partenariat qui est d'ailleurs celle que nous on préfère aussi avoir quand on a des échanges avec retailers ou transporteurs.
Et moi, je suis le premier aujourd'hui, même au sein de l'équipe, à dire regardons ce qui peut se construire dans ces logiques de partenariat. On est identifié comme un acteur très bon dans un axe qui est la livraison du retail, qu'on parle de l'alimentaire ou du retail spécialisé. Il y a d'autres sujets aujourd'hui que touche la logistique et la livraison du dernier kilomètre sur les colis, par exemple. Il y a des enjeux aussi autour des casiers, sur le taux de disponibilité des casiers. Qu'est-ce qui empêcherait un modèle comme le cotransportage d'aider ou de soutenir dans le cadre de partenariat la capacité de récupérer un produit dans un casier pour le délivrer au domicile du client ou au domicile du destinataire? En réalité, on peut le faire et on sait le faire. C'est de la gestion point A à point B. Et il y a la gestion des flux retour qui peut aussi être un sujet dans le commerce ou pour les logisticiens. Donc moi, je suis plutôt, comme on dit, à vouloir conserver les chakras ouverts et regarder partout où le cotransportage peut soutenir des modèles qui existent déjà, apporter une corde supplémentaire par la différenciation de services, par du service complémentaire. Et le champ d'application, il est énorme. Il est infini, oui. Ouais. Tout à fait. Et donc on a pu voir, du coup, et on a pu l'entendre avec la discussion qu'on a eue, que la livraison urbaine a vraiment profondément changé ces 10 dernières années. Toi, dans l'horizon des 5 ans à venir, comment est-ce que tu imagines le dernier kilomètre en Europe, globalement, et puis en France plus particulièrement? De plus en plus digital d'une certaine manière, parce que la consommation continue de se digitaliser. On voit tous les chiffres qui sont partagés par la FEVAD ou les autres organismes qui mesurent un peu le comportement consommateur et la croissance de ces marchés. On voit que la consommation en ligne continue de se développer. Donc je pense que la logistique et la livraison du dernier kilomètre va aussi continuer à suivre ça. Je pense que tout ce qui va être de l'ordre de la livraison, qui part un peu plus aussi de quelque chose de local, va continuer à se densifier. Certainement qu'il y aura aussi un peu plus d'automatisation d'une certaine manière. On voit que c'est aussi une solution qui est plébiscitée, de pouvoir ne plus être dépendant pour retirer un produit ou pour se faire livrer des heures d'ouverture éventuellement d'un commerce. Donc je pense que ça y contribue aussi. Et peut-être que le point qui des fois fait fantasmer, peut-être à l'échelle de notre pays, mais qu'on commence aussi à voir dans d'autres pays dans le monde, c'est la livraison par les systèmes de drones. Alors souvent on pense aux drones aériens. Il y a quand même pas mal de tests et d'expérimentations qui sont menés aussi avec des systèmes de drones terrestres. On est encore loin de voir beaucoup de cette pratique-là, mais ça commence à arriver. En Chine, la livraison en drone aérien, on en voit de plus en plus. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Aux US, ils ont aussi pas mal de tests sur du drone terrestre. Donc je pense que la consommation va continuer à porter aussi les changements que va devoir suivre finalement la supply. Et de toute manière, c'est toujours hyper intéressant de regarder le comportement du consommateur, parce que c'est un peu lui qui dicte à la fin les règles du jeu. Et il y a un panel de solutions qui existent déjà aujourd'hui, où je pense que, comme on dit souvent, toutes les technos sont déjà à peu près existantes. Par contre, on va aller sur d'autres formes d'exploitation de ces technos. Il y a aussi l'IA qui est aujourd'hui devenue une tendance tellement lourde que personne peut fermer les yeux dessus. La consommation va aussi beaucoup bouger par rapport à ces sujets d'IA. On voit de plus en plus de moteurs capables d'aller même, on va dire, générer l'acte d'achat sur des sites pour que, en gros, le consommateur n'ait même plus à aller faire le clic et mettre ses produits dans son panier. C'est carrément le système qui le fait de façon automatisée. Donc je pense que de bout en bout, tout ça va encore vachement bouger. Par contre, la conviction que j'ai, c'est que le cotransportage restera une solution. Et vu que la demande va ne faire que de grandir, la capacité derrière de livraison que peut offrir le cotransportage, elle répond à ça. Parce que c'est pas en démultipliant les camions qu'on va régler toutes les problématiques qui existent déjà, d'optimisation, de coûts, etc. Tout à fait. Par contre, le cotransportage, ouais, on sait le soutenir. Et en plus, on voit d'autant plus de flux aussi de mobilité qui continue de grandir, qui se transforme aussi vers la mobilité un peu plus, des fois locale ou douce. Transporter, je dis n'importe quoi, une paire de chaussures, un petit colis à vélo ou en transport en commun, le cotransportage le permet. Et par contre, il y a des sujets dans lesquels, encore une fois, je pense que le cotransportage ne répondra pas, ou du moins sur des formes qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, mais là, c'est de la science-fiction, à mes yeux. D'accord, mais justement, on a parlé d'automatisation, d'IA et de modèles collaboratifs. Juste, est-ce que pour toi, le futur sera-t-il plus collaboratif ou plus automatisé? Je pense qu'il sera plus responsable.
Et ce serait une erreur de vouloir mettre les deux en opposition. Je pense sincèrement que le consommateur aujourd'hui attend aussi de pouvoir avoir une démarche ancrée dans les enjeux de transition dans lesquels tout le monde a envie d'aller. On parle souvent de la transition environnementale, mais les 3 dimensions que j'évoquais tout à l'heure, environnement, pouvoir d'achat et ancrage territorial ou lien social, tout le monde a envie d'avoir ça. Enfin, des fois, on en parle beaucoup et on voit beaucoup d'effets d'annonce autour de ces sujets-là. Maintenant, comment est-ce que la logistique peut apporter et traduire cette envie-là ? Le cotransportage y répond. Donc l'approche un peu collaborative, je pense que oui, elle va continuer. L'automatisation, comme je disais, elle va aussi se renforcer parce que l'acte d'achat se transforme aussi. Le digital permet aussi d'aller vers un peu plus d'automatisation. Et tout ce qu'on a vu aussi exploser sur les logiques des casiers, du retrait autonome, l'approche aussi d'avoir pas les dark stores, parce que pour moi c'est encore un autre sujet, mais des choses un peu plus locales, notamment dans les grandes villes, ça permet d'aller un peu plus vers de l'automatisation aussi. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre les choses en opposition. Par contre, il y a besoin de penser cette supply de demain comme quelque chose qui porte des effets bénéfiques dans la transformation de ce qu'on a besoin de faire. Et aujourd'hui, le transport, on le sait au sens large, est un moteur d'émissions de CO2. Donc le volet environnemental est extrêmement fort. Et nous concernant, je pense que le lien social est aussi extrêmement fort. Il y a de plus en plus d'études aussi qui montrent, malgré le fait qu'on soit tous connectés, une forme d'isolement. Et donc de pouvoir rompre aussi cet isolement dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Pour des populations, des fois, on se dit que c'est pas eux les plus concernés, mais en réalité, les jeunes sont aussi beaucoup concernés par cette sensation et ce ressenti d'isolement. Un modèle comme le nôtre peut recréer du lien, peut redonner une démarche aussi vertueuse à cette livraison du dernier kilomètre. Et si on arrive à sortir de cette étiquette qui s'est construite depuis des années de la livraison est un acte qui est uniquement professionnel, chronométré, parce qu'en fait, il faut en faire le maximum en un minimum de temps, où il n'y a pas ce lien et ce contact qui peut se nourrir, où il n'y a pas potentiellement la capacité aussi d'avoir une conversation qui fait que peut-être que le livreur, il peut vous apporter, je sais pas une belle histoire, mais quelque chose en plus, une petite touche en plus. Le modèle collaboratif, ou du moins le cotransportage, soutient aussi cette thèse-là. Et donc voilà, moi je vois plutôt quelque chose comme une logistique et une supply qui doit porter des valeurs et s'inscrire dans la transition socio-environnementale, comme on aime le dire aujourd'hui. Yes. Et ces 2 dernières années, on a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient levé massivement, etc. Certains ont, à l'inverse, été fortement ralentis. Pour toi, quel a été le signal concret qui t'a fait comprendre que le marché changeait de phase ces 2 dernières années? En réalité, je ne sais pas si c'est une question de financement et de levée de fonds, enfin si tu fais référence à ça. Je ne sais pas si tu parles des modèles un peu dark store ou voilà, quick commerce. Exactement. Ouais. C'est ça, ouais. Le modèle du quick commerce, nous, on a eu un regard très critique dessus, notamment au moment où il y a eu la phase un peu d'effervescence sur ce sujet. On avait déjà cette conviction et on la maintient de une livraison rapide, ou du moins extrêmement rapide, comme c'était le cas de ces acteurs-là. Où est-ce qu'elle a du sens ? Enfin, qui en a réellement besoin ? Par contre, d'avoir une démarche de livraison qui colle à des standards qui sont ceux qu'on observe déjà dans la consommation et qui répondent à une envie de pouvoir avoir le produit le jour même ou ce genre de choses, oui, ok, ça fonctionne. L'ultra rapide, sincèrement, j'y crois pas trop. Après, l'ultra rapide ne fonctionnait aussi que si on était dans un terrain qui était très dense. Et le modèle qui était associé à ça en termes de logistique reposait sur une capacité de livrer qui était extrêmement petite. Impossible de faire de l'express en 15 minutes s'il faut aller faire une livraison à 20 bornes. Ça ne fonctionne pas. Donc déjà, ça restreignait le sujet. Et l'autre vraie problématique de ce modèle du quick commerce, c'était l'acquisition. Enfin, ils étaient d'un côté à promouvoir une forme de logistique extrêmement rapide et performante, et en même temps, de l'autre côté, il fallait qu'ils fassent l'acquisition du consommateur qui allait demander à se faire livrer par ce système-là. L'équation économique, elle était quasiment impossible. Nous, on avait récupéré un peu de data à cette époque-là. Ces acteurs perdaient l'équivalent de entre 7 à 10 euros par livraison. Wow. Enfin, même si on multiplie ça par des centaines de milliers comme ils voulaient le faire, la renta économique, elle allait être assez loin. Et en plus, on le voyait parce que dans toutes les grandes villes, c'était subventionné à coups de flyers distribués partout à la population pour faites-vous livrer gratuitement avec le code, welcome, je sais pas quoi. Ça marche pas. Et c'est aussi pour ça que du coup, ces modèles-là se sont sacrément cassés la gueule. Après, il y a eu le volet de l'urbanisme, on va dire,
qui, pour des raisons, encore une fois, qu'on défend aussi, d'avoir un commerce local, qui soit un commerce vivant, avec des magasins qui ont pignon sur rue, dans lesquels les gens peuvent se déplacer, pour lesquels les commerçants aussi, qui sont des entrepreneurs, ont envie de développer quelque chose pour leur territoire, ne deviennent pas juste une vitrine dans laquelle se passent des actions de préparation et où on a une flotte, entre guillemets, de livreurs en scooter ou en vélo qui attendent devant. Enfin, c'est pas non plus le modèle de consommation dans lequel moi j'ai envie de voir. Je vis à Nantes parce que Shop Hop Hop s'est monté à Nantes. J'apprécie quand je vais me balader dans le centre-ville de Nantes de voir de la vie aussi dans les commerces, de voir la vie dans la ville. Moi, j'ai mes parents qui ont été dans le commerce aussi. Je sais ce que c'est que d'avoir un magasin et de devoir gérer cette problématique du trafic. Gardons des territoires qui vivent, quoi. Donc on avait vraiment un regard critique sur ce sujet. Et je ne vais pas dire que l'avenir nous a donné raison, mais nous, on est encore là. À cette époque, on nous disait, oui, vous allez vous faire manger par ces acteurs qui ont levé des centaines de millions, voire pour certains 1 milliard d'euros. Ils ne sont plus là. Nous, on est là. Le dernier qui était encore vivant s'est fait racheter la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui était Getir, un peu l'acteur historique d'une société turque. Et longue vie au cotransportage. Longue vie. Eh bien, justement, on arrive à notre dernière question. Et donc, après 10 ans d'existence, justement, un modèle, en général, laisse une trace. Selon toi, qu'est-ce que cette aventure a changé dans ta manière de voir la logistique et la supply chain en règle générale? Déjà, c'est un secteur dans lequel j'étais nul parce que je n'y connaissais rien. Comme je l'ai dit, j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, j'ai pas eu d'expérience professionnelle dans ce domaine-là. Donc en fait, je l'ai découvert et j'ai compris beaucoup de choses sur cet univers et l'importance que ça pouvait représenter. Parce que comme on disait, c'est souvent du back-office. Et en tant que consommateur, parce que j'en suis un comme tout le monde, on voit rarement ce qui se passe derrière l'acte d'achat et l'acte de consommation dans cette logistique. Donc pour moi, c'était vraiment une prise de conscience de comment cette supply de bout en bout est clé et toutes les problématiques qu'elle adresse, qui sont énormes. Et je sais que tu les connais bien parce que tu bosses dans ce domaine-là, donc tu t'y intéresses et c'est colossal. Maintenant, la trace, moi je pense que la trace qu'on est en train de laisser à travers ce qu'on développe depuis 10 ans, c'est une trace qui doit s'appuyer sur déjà une évidence. Parce que de se dire qu'un acte de déplacement que j'ai prévu de faire peut rendre service dans cette logique de supply à quelqu'un et que je puisse moi-même y retrouver quelque chose en termes d'intérêt parce que j'ai un petit gain économique, un petit peu d'argent qui vient améliorer mon pouvoir d'achat, pour moi tout ça c'est une évidence. Mais je le dis encore une fois avec le recul et avec le modèle notamment du covoiturage qui a pris plusieurs années à se développer, mais aujourd'hui plus personne ne se pose la question de est-ce que le covoiturage c'est bien ou pas bien. En fait c'est devenu une évidence de se dire que oui, exactement. Je prends ma voiture, je vais à Bordeaux ou même je vais au travail, je peux prendre quelqu'un dans ma voiture et tout le monde est content. Donc, à mon sens, le cotransportage doit retraduire cette logique d'évidence. Et je suis assez convaincu qu'on va y arriver, même si ça prend du temps. Et après, la plus belle trace qu'on puisse laisser, c'est de transformer le quotidien des gens. Et de se dire que de quelque chose qu'on fait tous, parce qu'on est tous amenés à acheter, que là, on arrive à recréer une forme de supply vertueuse, c'est check, quoi. Check, c'est gagné. Ouais, c'est gagné, c'est gagné. Et je pense qu'on est un des rares modèles, finalement, dans la supply, à pouvoir réaligner les intérêts de tout le monde, du distributeur au cotransporteur, au consommateur. Tout le monde est aligné, tout le monde y trouve quelque chose. Nous, on a créé un modèle d'entreprise aussi qui est viable et qui est pérenne dans ce sujet de la livraison du dernier kilomètre, qui est quand même extrêmement difficile à gérer et sur lesquels beaucoup se sont cassés les dents. On a créé cette structure et ce modèle économique qui tient. Donc ça, c'est top. Et voilà, j'ai envie que ce modèle-là continue de grandir. J'ai envie qu'il se duplique à l'étranger. J'ai envie de connaître une trajectoire d'un cotransportage qui devient une évidence dans le quotidien des gens. J'ai envie de connaître la marque Shop Hop Hop qui devient dans le jargon, dans le langage commun, comme on pourrait dire, tiens, je te fais un Lydia ou je t'ai envoyé un WhatsApp. Voilà, j'ai fait un Shop Hop Hop. Et de pouvoir en parler à ses proches, sa famille, tiens, demain tu pars là-bas, tu devrais faire un Shop Hop Hop, quoi. Ça serait une belle histoire. Ouais, écoute, c'est génial. Franchement, en tout cas, on te souhaite tout le succès du monde. Merci. Parce que ça prône des valeurs qui sont hyper intéressantes et
est hyper humaine. Ce qui fait que du coup, si ça peut apporter du bien aux autres, c'est tout bénéf pour vous. Exactement. Et c'est génial. Écoute, un grand merci à toi. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Et rendez-vous au prochain épisode du podcast du Journal de la Supply Chain.